Bonjour à vous et bienvenue sur Médien TV dans 11 dit tout. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord de comprendre la différence, la nuance entre ces termes récurrents dans nos discours. Angoisse, anxiété, afin de mieux percevoir ce qui est de l'ordre du normal, du quotidien et ce qui est plutôt problématique, voire pathologique. Les explications tout de suite. Angoisse, anxiété, faut-il consulter? Eh bien, on en parle avec deux spécialistes de la question. Karima Rehani, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes psychosociologue et à vos côtés, une psychologue clinicienne, Camélia Zakaria. Mesdames, merci beaucoup d'être là. Merci C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, d'abord, ce que je vous propose, c'est d'aller dans une forme de décryptage de ce discours récurrent. J'ai de l'anxiété, j'ai le cœur serré, j'angoisse. On utilise plein de choses pour exprimer une émotion, un sentiment, mais ça veut dire quoi exactement? Quelle nuance entre cette palette de mots et d'expressions, Camélia Zakaria? Alors, effectivement, on entend très souvent parler d'anxiété et d'angoisse dans tous les magazines, à la télé et même dans notre langage quotidien. Maintenant, pour faire la différence, l'angoisse va renvoyer à une expérience psychologique ponctuelle, mais douloureuse et déstabilisante. C'est-à-dire qu'on va avoir une sensation d'étouffement, le cœur qui s'emballe, des sueurs, des tremblements, etc. Donc autant de manifestations physiques que l'on va ressentir au niveau de son corps. Une crise d'angoisse peut cacher justement un trouble anxieux et on le verra par la suite. Mais en tout cas, ce qu'on va ressentir, c'est que ce sont des émotions et des sentiments qui vont venir à un moment donné de manière ponctuelle. Alors que l'anxiété, par exemple, elle va être moins déstabilisante justement qu'une angoisse, mais elle va être beaucoup plus chronique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des gens qui vont avoir un fond anxieux, par exemple. Là, dans ce cas-là, on va avoir des manifestations physiques, tout comme l'angoisse, mais ce n'est pas ce qui est au premier plan. Au niveau de l'anxiété, on va retrouver beaucoup plus des manifestations psychologiques, à savoir des soucis, des inquiétudes incontrôlables, une intolérance à l'incertitude. Mais à aucun moment, ça ne va empêcher, l'anxiété à aucun moment ne va empêcher les gens d'avoir des activités quotidiennes. Contrairement, par exemple, à l'angoisse, qui, par rapport à une crise d'angoisse, quand les personnes vont avoir une poussée, ça va justement les handicaper dans leurs activités, dans leur vie quotidienne, et vont devoir s'arrêter justement. Ok, mais alors justement, Karima, quand on a des personnes qui disent « je ne me sens pas bien, j'ai le cœur serré », ça ferait référence à quoi? À de l'anxiété ou à de l'angoisse? En fait, comme a dit Camélia, elle a bien expliqué en fait, et vulgarisé les propos pour les téléspectateurs. L'angoisse et l'anxiété, ce sont deux choses qui se rattachent, mais qui sont moindres en fait, en importance. Mais moi, je vais expliquer les choses autrement. En tant que psychosociologue, je parlerai plutôt d'une phobie sociale. Il y a des personnes qui ont des phobies sociales qui sont vraiment menées par un vécu, et ce vécu, il peut être rattaché à ce qu'on appelle introverti. On peut naître introverti. Je suis introverti de nature, je suis hypersensible, alors je vais développer des angoisses en société, voire aussi de l'anxiété. Cette répartition d'anxiété-angoisse qui se rattache, pourquoi? Parce que quand je suis angoissée, ça pourrait être répétitif. J'ai des signaux de corps, j'ai une manière d'être les mains moites, le cœur qui bat, face à une situation sociale précise. Par exemple, je vais prendre la parole devant plusieurs personnes ou devant une personne en recrutement et je suis sociophobe, c'est-à-dire j'arrive pas à être face à une personne et à rester normal comme je suis dans la vie de tous les jours. Je suis anxieux, je vais commencer à faire apparaître des signes physiques. Et ces signes physiques, ils m'empêchent en fait de rester normal. Pourquoi? Parce que c'est normal, un cœur qui bat, des mains moites, je regarde l'autre d'une manière comme s'il va me juger, j'ai peur du jugement. Mais si vous permettez, Karima, pour qu'on puisse vous suivre, quand vous utilisez des termes puissants, comme sociophobe, phobie sociale, c'est des très très grands mots, on va dire, c'est très puissant. C'est puissant, oui. Mais est-ce que c'est parce que votre spécialité porte ces appellations sur ces situations-là? Parce que moi, j'aurais pu penser que sociophobe, c'est une extrême pathologie. Non, ce n'est pas une extrême pathologie, puisque moi, normalement, en temps normal, je peux être timide de nature. Et la timidité n'est pas une pathologie. Elle peut devenir pathologie, et Camille pourrait peut-être expliquer ça plus mieux. Mais quand vous dites qu'une personne est timide, est-ce que cette personne est sociophobe? Elle peut être sociophobe si la timidité lui cause un handicap dans la vie de tous les jours.
C'est-à-dire, j'ai juste envie, je suis dans une fête de mariage, j'ai envie juste de danser, de m'éclater, et la timidité me pose problème, et c'est un complexe, en fait, j'arrive pas à me lever et me faire plaisir. Ben oui, ça devient une sociophobie quelque part, je me fais pas plaisir. Qu'est-ce que c'est la phobie sociale? C'est que j'ai une peur extrême d'être en société et de faire ce que j'ai envie de faire sans, en fait, et donner de l'importance au jugement de l'autre, donner de l'importance à ce que l'autre va m'agresser verbalement, est-ce qu'il va me juger, est-ce qu'il va m'accepter, est-ce qu'il va me rejeter. Parce qu'on a peur de quoi, en fait, en société? On a peur tout simplement d'être rejeté. Et quand on est rejeté, on a l'impression d'être rejeté, on fait une prévision. Et les personnes en fait anxieuses, angoissées de nature, ils sont toujours dans la prévision. Si je fais ça, j'aurai ça. Alors, si j'ose ça, j'aurai ça. Mais est-ce que c'est de nature ou par éducation? Qu'en pense Camélia Zakaria? Alors, c'est vrai que les facteurs environnementaux vont être prédominants chez les personnes anxieuses, dans le sens où, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'anxiété est vraiment un des troubles qu'on va le plus voir en cabinet juste après la dépression. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui souffrent de dépression et on va avoir une prévalence de beaucoup plus de femmes qui souffrent d'anxiété que d'hommes. Maintenant, pour des raisons que l'on ignore, pour des raisons éducatives aussi, parce qu'on sait que justement les femmes vont être beaucoup plus habilitées à exprimer leurs sentiments et à exprimer leurs émotions, alors que les hommes vont avoir recours à des comportements refuges, à savoir l'alcool ou la cigarette, etc., pour détourner cette anxiété. Donc on va beaucoup plus voir des femmes arriver au cabinet que des hommes. Maintenant, encore une fois, effectivement, on va avoir des facteurs environnementaux chez des personnes, par exemple, qui souffrent de manière chronique d'anxiété. Très souvent, on peut retrouver des choses dans l'ordre de leur passé ou même actuel. Donc, ça peut être réactionnaire par rapport à un environnement, par exemple, professionnel, comme ça peut être, par exemple, un trouble anxieux que la personne, justement, traîne comme un boulet depuis pas mal d'années en raison d'une éducation, etc. Maintenant, pour bien comprendre encore une fois, le trouble anxieux, à savoir quand on parle de l'angoisse ou de l'anxiété, le trouble anxieux est une vraie maladie handicapante. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a énormément de comorbidités. Généralement, les gens ils viennent consulter après 2 ou 3 ans ou 4 années parce qu'ils ont été chez plusieurs autres spécialités. Ils ont peur d'avoir une cardiopathie, des maladies cardiaques. Ils ont peur d'avoir peut-être un dérèglement hormonal parce que justement, encore une fois, il y a l'emballement du cœur, il y a les mains moites, il y a des vertiges. Donc, ils vont aller voir un ORL, un gastro, un endocrino pour essayer justement de comprendre ce qui ne va pas dans leur corps. Il y a aussi ce sentiment de perte de contrôle et de devenir fou. Donc, à l'idée de ne pas comprendre pourquoi est-ce que je perds le contrôle de mon corps. Donc, pourtant, je n'ai rien. Les médecins pourtant, me disent je n'ai que rien. Donc, il va y avoir justement cette errance médicale jusqu'au moment où justement il va y avoir un médecin qui va proposer d'aller consulter. Maintenant, pour mieux comprendre ce que c'est l'angoisse ou l'anxiété, il faut savoir que c'est une appréhension du futur, une appréhension d'un danger imminent, de quelque chose qui va se passer dans un futur peut-être proche ou éloigné. Donc ça va être autour de certaines inquiétudes, soit de type 1 ou de type 2. De type 1, ça veut dire une inquiétude relative à mon milieu professionnel, relative à est-ce que je vais réussir justement cette prise de parole ou pas, ou de type 2, à savoir ma propre mort ou la mort d'un proche. Donc ce sont des inquiétudes avec une forte anxiété, mais des inquiétudes que je n'arrive pas justement à contrôler. Et à partir du moment où je n'arrive pas à les contrôler, il va y avoir des manifestations au niveau du corps, à savoir encore une fois l'emballement du cœur, les étouffements, etc. Et tout cela, on pourra l'expliquer par la suite. Donc en fait, l'angoisse découle en quelque sorte de l'anxiété, puisque l'angoisse, c'est l'expression physique de l'anxiété. Ça va être la poussée. Justement, l'anxiété, ça va être, encore une fois, comme on l'a dit, un fond anxieux. Elle est chronique, encore une fois, on en connaît tous, des personnes qui sont plus ou moins survoltées, on en connaît tous. Donc, mais par contre, la crise d'angoisse, elle va survenir à un moment où il y a eu déjà des signaux d'alarme, où mon corps m'a manifesté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans mon quotidien, et je n'ai pas justement voulu voir ces signaux d'alarme. Donc, pour manifester quelque chose qui va mal, mon corps va s'arrêter, ou mon corps va me manifester justement cet emballement. Ok, mais ce serait bien justement de parler de ces signaux d'alerte, ces facteurs, en fait, de ces manifestations de l'anxiété. Comment savoir que ce ressenti que j'ai, c'est de l'anxiété, avant d'avoir le cri d'alerte par la crise d'angoisse? Oui. Alors déjà, il faut savoir comment je fonctionne pour mieux comprendre l'anxiété. À partir du moment où j'ai mon cœur qui s'emballe, à partir du moment où j'ai justement cette sensation de vertige accompagnée de manifestations physiques et de sentiments de perte de contrôle et de peur de devenir folle ou fou, il faut qu'on comprenne quelque chose, c'est que justement l'information, pour qu'elle puisse rentrer au niveau du cerveau, elle va passer par les sens.
Donc, elle passe par les sens, c'est nos sens qui vont décrypter justement ce qui se passe à l'extérieur dans notre environnement. Donc, l'information passe à travers les sens au thalamus. Le thalamus, il va interpréter le message comme étant quelque chose peut-être de dangereux ou moins dangereux. Ça peut être la vue d'une araignée pour certains ou la prise de parole pour d'autres. À ce niveau-là, le thalamus, il va envoyer justement l'information au cortex pour lui dire, et le cortex, justement, aura un rôle d'arbitrage pour dire que effectivement la peur ou l'inquiétude elle est justifiée ou pas. Dans le cas d'une crise d'angoisse, tout ce circuit il est court-circuité. Automatiquement, l'information rentre à travers les sens, elle est basculée au niveau des amygdales, qui sont le centre justement des émotions, et les amygdales justement vont aller stimuler les glandes surrénales qui vont sécréter les hormones du stress que l'on connaît, à savoir l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline et le cortisol, pourquoi est-ce qu'elles sont sécrétées? Parce qu'à un moment, vous avez envoyé le message à votre cerveau à travers vos sens qu'il y a une menace, qu'il y a un danger. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau ne fait aucune différence entre un danger réel ou imaginaire. Il ne fait pas de différence entre un pitbull qui est à côté de vous, la gueule ouverte, et entre vos charges de fin de mois. Pour lui, c'est une perception. C'est la perception que vous avez de l'information. C'est à travers cette perception-là qu'il va, lui, analyser l'information que vous lui donnez. Et donc, vous donnez des émotions. Et vous donnez des émotions. Donc, si je me dis que mes charges de fin de mois, c'est quelque chose que je n'arriverai pas à régler, ou bien la scolarité de mes enfants, je n'arriverai pas justement à payer encore une fois les charges, ou le pitbull, la gueule ouverte, donc à ce niveau-là, il va y avoir des manifestations physiques. La preuve en est, c'est que vous pouvez être en train de dormir, vous faites un cauchemar et vous vous réveillez avec exactement les mêmes manifestations. Vous avez le cœur qui s'emballe, vous êtes en sueur, vous avez des tremblements, comme si vous avez vécu quelque chose de réel. Donc votre cerveau reste quand même tributaire de ce qu'on appelle la perception. Vous êtes, encore une fois, responsable des informations que vous envoyez à votre cerveau. Responsable à quel degré? C'est ce que nous allons voir, justement. Oui, oui. Alors, Karima, si vous permettez, est-ce qu'on peut avoir les symptômes de l'anxiété? Puisque l'anxiété, on va dire, c'est le terrain qui va amener vers l'angoisse. Oui. Avant d'arriver à la manifestation handicapante de l'angoisse, en tant que psychosociologue, quels sont les symptômes de l'anxiété? En fait, moi, je vais revenir sur ce qui fait que nous deviendrons en fait des anxieux. Il y a deux. Après, j'aimerais bien que l'une de vous me réponde à cette question. Bien sûr, mais je vais le faire. Quand on est né introverti, ou on est né en fait hypersensible, cette anxiété, on peut, parce que l'introverti, il est né introverti. Il n'est pas en fait. Il n'a pas été éduqué introverti. Il y a beaucoup de génétiques qui ont prouvé ça, des scientifiques qui ont prouvé ça, que l'introverti, il naît introverti, il naît hypersensible, de par la génétique, de par ce qu'il a reçu de son héritage, de par beaucoup de choses. Maintenant, il est vrai qu'il y en a d'autres qui ont développé l'anxiété. Je vais vous donner des exemples clés. En scolarité, une remarque, par exemple, d'un prof, au milieu d'une classe, au milieu de beaucoup d'enfants, elle touche en fait ce qu'on appelle l'hypersensibilité enfantine, et elle crée en ce petit enfant, il faut être très, très vigilant par rapport à ça, ce qu'on appelle l'anxiété doublée. Je parle en tant que psychosociologue, le langage un peu jargon. Camilla, elle explique bien comment ça se passe, en fait, comment on devient anxieux et quel est le mécanisme qui fait. Mais il y a des croyances. Moi, en tant que psychosociologue, j'expliquerai en tant que les croyances qu'on a nourries depuis tout petit, l'éducation, les expériences de vie, les échecs, même les réussites, même quand on choisit, même dans les mariages, on choisit quelque chose, on choisit la personne sur des critères bien précis, à un certain moment, tout bascule. Alors, c'est là où l'anxiété commence. Est-ce que mes choix sont bien? Est-ce que ce que je prétends connaître est vrai? Est-ce que la réalité, c'est ça? Est-ce que je ne devrais pas changer un peu ma vie? Et l'anxiété, elle commence en fait à prendre le dessus. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de remises en question, parce qu'on a eu des échecs. C'est vrai que quand on entend Camilla parler de tout ce qui est sens, c'est effectivement ça, c'est la gestion d'émotions qui revient vers moi en tant que psychosociologue. Si je ne gère pas très bien mon émotion, si je doute de mon émotion, le mécanisme qu'elle vient très très bien d'expliquer, Camilla, nous donne cette anxiété pathologique. Ok, mais avant, il y a bien sûr probablement l'échec comme cause sous-jacente à l'anxiété, mais il y a aussi le vécu d'une personne. Vous avez beaucoup de jeunes mamans qui se découvrent anxieuses à l'arrivée de leur premier enfant. Oui. La maternité, les spécialistes vous le dites très souvent, c'est un moment de réveil, d'énormément d'émotions, de quelque chose... de l'inconnu, la peur de cet inconnu. Avant, peut-être, oui, il y a la peur de l'inconnu, mais il y a aussi le vécu, l'héritage, en fait, comment on a été soi-même éduqué, élevé, ce qu'on a pu refouler comme émotion, et tout ça, à l'arrivée d'un premier enfant surtout, tout ça ressurgit. Et donc, ces angoisses d'enfants,
certains thérapeutes le disent, vos anxiétés vis-à-vis de vos enfants sont en fait en quelque sorte des anxiétés vis-à-vis de l'enfant intérieur que vous refoulez, que vous avez été. Oui. Est-ce que c'est vrai tout ça? Oui, c'est possible. Encore une fois, comme on vient de le dire, il peut y avoir un fond d'anxiété, encore une fois, que la personne justement a traité depuis. Ça fait partie de sa personnalité. C'est une personne avec un trouble. Oui, et peut-être qu'elle ne se savait même pas anxieuse. Exactement. En fait. Maintenant, il va y avoir justement la poussée, où il va y avoir une crise d'angoisse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une crise d'angoisse ne veut pas forcément dire un trouble anxieux. Ce n'est pas si pathologique que ça. Il faut faire aussi la différence entre le normal et le pathologique. Être anxieux par moment, suite à la naissance d'un enfant, ou lors, justement, avoir le trac, lors d'une prise de parole, ou lorsque je suis dans une foule, etc., ça peut être considéré comme normal, tant que ça ne m'handicape pas dans mes activités quotidiennes. Maintenant, il va y avoir encore une fois des signaux. À quel moment, justement, je dois repérer ces signaux? Lorsqu'il y a une forte fatigabilité. Parce qu'encore une fois, on a parlé d'adrénaline et de cortisol. L'adrénaline et la cortisol, et c'est pour ça que je préfère encore une fois la psychoéducation dans un premier temps, que les gens comprennent ce qu'ils vivent, qu'ils ont quand même le contrôle dans ce qui se passe dans leur corps. Le cortisol et l'adrénaline sont sécrétés justement pour que votre organisme, puisque vous lui avez envoyé le message qu'il y a une menace, puisse soit combattre la menace, réagir, ou justement fuir la menace. Or, comment réagir quand ma menace, c'est mon enfant, c'est mon bébé qui ne me laisse pas justement dormir? Comment réagir quand la menace, c'est mon patron? Comment réagir quand la menace, c'est une prise de parole? Donc, encore une fois, je n'ai ni le moyen de réagir, de combattre, ni de fuir. Donc, le taux d'adrénaline et de cortisol va rester justement dans l'organisme et donner à côté d'autres conséquences, d'autres manifestations physiques, à savoir des tensions musculaires. Très souvent, on va avoir des gens qui vont nous dire, vous savez, j'ai extrêmement mal justement au niveau du cou, j'ai très mal au dos et je ne sais pas pourquoi, je me réveille, je suis fatiguée. Parce qu'encore une fois, les ruminations qui vont accompagner toutes ces manifestations vont fatiguer la personne. Il y a une forte fatigabilité. On va remarquer aussi, en avant-première, c'est comme un petit teaser, on va remarquer aussi une irritabilité, une humeur qui va être vacillante, une tendance à pouvoir se mettre à pleurer, mais surtout un fond de peur. Une personne vous dire, je suis habitée par une peur. J'ai peur, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais voilà, madame, et je viens à votre cabinet parce que j'ai peur. Donc, toutes les situations qui vont être vécues sous le filigrane de la peur ou sous le filtre de la peur. Pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus amplifié et pour d'autres, un peu moins. Alors, mesdames, l'anxiété, l'angoisse, on va dire, c'est pathologique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle communément le trac. Parce qu'il faut bien que quelque chose nous motive et nous anime. Ça serait bien aussi de faire la nuance entre ça. Donc on a dit l'anxiété, c'est chronique, sous-jacent. L'angoisse, c'est la manifestation aiguë, la poussée, la grosse crise de l'anxiété. Mais il y a aussi, quand on a donné tout à l'heure l'exemple de la prise de parole en public, il y a cette anxiété, voire angoisse paralysante, et il y a ce trac, cette peur, ce quelque chose qui va nous pousser à bien faire. Exactement, mais puisque c'est ponctuel, le trac, il est bénéfique en fait, parce que ça motive, ça donne cette envie d'aller plus loin, d'aller de l'avant, et ça ne pourrait pas être assimilé à de l'anxiété ou de l'angoisse, parce que l'angoisse, c'est la poussée, comme a dit, aiguë, l'anxiété, c'est pathologique, c'est chronique, et c'est là où la personne est paralysée, elle est handicapée par rapport à toute action qu'elle puisse faire, mais le trac, c'est ce sentiment qui nous vient juste après l'action, juste avant surtout, avant l'action, qui va nous motiver pour bien faire, et c'est pour ça que même les spécialistes, les thérapeutes, les psychologues, toutes les catégories qui traitent de l'humain vont dire que le trac est bénéfique et qui va donner cette poussée en fait de bien faire. Ça pourrait retomber, si ce trac n'est pas bien maîtrisé, on retombe dans ce qu'on appelle la poussée d'angoisse, et ça pourrait peut-être plus tard nous paralyser complètement, parce que les personnes anxieuses, elles développent ce qu'on appelle la peur de l'autre, la peur de l'environnement, la peur de l'action, et elles n'arrivent plus à aller de l'avant. Et du coup, quand tu m'avais posé tout à l'heure une question sur les symptômes, enfin les symptômes, moi en tant que psychosociologue, c'est quand je m'enferme chez moi. Je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. J'ai pas envie, en fait, je n'ai plus cette possibilité d'ouvrir la porte et d'aller rencontrer l'autre pour pouvoir en fait exister. C'est là où, en tant que psychosociologue, je pourrais définir cette anxiété quand est-ce qu'on sent qu'on n'arriverait plus vraiment à aller de l'avant, c'est quand on a cette peur
chronique au ventre, quand on n'arrive plus à avancer, et les personnes qui ressentent physiquement la fatigue, comme a dit Camélia, les maux de tête, les maux d'estomac, la creusée là, cette peur, il faut aller consulter. Il faut aller consulter, mais en urgence, parce qu'après, ça pourrait toucher vraiment les organes, le cœur, le cerveau, les poumons. Vous savez que les émotions sont liées à nos organes, et puis c'est là où on va développer une maladie qui pourrait être irrécupérable. Alors, nous sommes en pleine période d'examen. Et s'il y a une forte angoisse en ce moment, c'est l'angoisse de la page blanche. D'abord, est-ce qu'elle porte bien son nom? Angoisse de la page blanche. Oui, on peut l'appeler comme ça, Camélia. Ça vous va en tant que psychologue? Oui, c'est bon. C'est assez générique, on ne va pas dire que c'est assez générique, voilà. Mais c'est gros quand même, angoisse de la page blanche. Tel que vous avez défini l'angoisse. Oui. C'est le trac de la page blanche. Oui. Oui, ça vous irait mieux? Oui, l'angoisse, oui, le trac. On va parler de trac, mais à juste mesure. C'est-à-dire à partir du moment où, effectivement, la personne va aller à son examen, ou peut-être même éviter l'examen. Et je vous assure que j'en ai des gens qui, justement, se préparent tout au long de l'année pour un examen. Et une fois aux portes de l'examen, ils préfèrent justement éviter cette situation qui est considérée comme douloureuse. D'où l'intérêt, justement, de toutes les prises en charge qu'on va voir par la suite. Maintenant, pourquoi, justement, il y a cette angoisse de page blanche? Parce que parmi les symptômes, mis à part, justement, la fatigabilité, mis à part l'irritabilité, mis à part cette humeur, justement, qui est fluctuante, on a aussi un trouble de la concentration. Beaucoup de gens, justement, qui souffrent d'anxiété ou d'angoisse, rapportent justement qu'elles oublient fréquemment, elles ont besoin de tout noter, elles ont besoin justement de noter les noms, de noter les numéros de téléphone. C'est-à-dire qu'elles ont perdu justement cette capacité à retenir certaines choses. Fortiori encore plus quand justement il y a des examens ou mis sous stress chronique, là on parle d'un stress chronique, on ne parle pas justement d'une situation X, mis sous stress chronique, surtout par rapport aux examens justement de terminale et aussi par rapport aux études supérieures, on peut se retrouver justement avec certains profils qui vont développer justement cette anxiété autour soit de la compétition par rapport aux notes, il faut que j'ai justement de meilleures notes pour pouvoir prétendre à un meilleur avenir. Soit l'échec, la peur de l'échec, soit à ce moment-là. Oui, exactement, soit la peur de l'échec, mais en tout cas c'est une mise en situation avec des scénarios catastrophiques. Parce que comme on l'a défini au début, l'angoisse ou le trouble anxieux de manière générale, c'est une appréhension du futur. Ça ne concerne pas le passé. Ça concernera toujours le futur qui va être vu sous le filtre de la peur, mais avec toujours des scénarios catastrophiques. C'est ce qui va m'arriver. Si je ne fais pas ceci, il va m'arriver cela. Et je n'ai peut-être aucune chance d'y arriver. Je le dirai peut-être en arabe très rapidement, mais je n'ai pas de chance dans la vie. Mais pardon, Camélia, ce que vous décrivez là est tel que vous le décrivez, est très récurrent et commun dans notre société. Oui. À la limite, on se dit, oui, c'est normal de penser ça et de penser comme ça. Et pourtant, pour vous, en tant que spécialiste, il y a quelque chose de pathologique sous-jacent. Alors, pourquoi sommes-nous nombreux à être aussi anxieux? Vous avez aussi des mamans. Moi, je reviens souvent à la maternité. Ouais. Mais c'est vrai, je reviens souvent à la maternité parce que l'émission fait que j'échange beaucoup avec les mamans. Et donc, vous avez des mamans qui me disent, mais tu sais, moi, quand j'ai eu mon enfant, tous les matins, je pensais que j'allais le trouver dans une mauvaise situation. Je pensais qu'en rentrant du boulot, parce que je travaille beaucoup, je ne vois pas suffisamment mon enfant, quand je rentrerai du travail, eh bien, on va me dire, ton enfant est tombé, il s'est fait mal. Donc, toujours les scénarios catastrophes. Tout à fait. Mais d'où vient ça? Mais voilà, d'où vient ça? Ça vient en fait de notre éducation. Mais c'est ça, mais pourtant les gens vivent dans cette situation, vivent comme ça. Oui. Jour après jour. Le quotidien est comme ça. Ça vient de notre vécu. Ça vient de ce que nos mamans nous ont inculqué. Ça vient aussi moi, je connais des grands-mères qui n'arrêtent pas d'appeler leur fille, en fait, tous les jours, de dire « fais attention ». J'ai vu la dernière fois qu'il n'était pas ça. « Fais attention, je ne suis pas à l'aise avec la personne qui s'occupe de ton enfant, la personne qui aide à la maison. Je ne suis pas d'accord sur la manière dont elle se comporte. » Et là, on développe inconsciemment cette peur. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est humain, c'est notre enfant, on a peur pour lui, ça doit être normal, parce que sinon, c'est pas possible. Mais quand est-ce que ça devient... Imaginez les scénarios catastrophes constamment? Parce que l'environnement nous fait vivre tout ça. L'éducation d'abord, comment on a été éduqué, la peur, la maman qui dit « indek », ça devient extrêmement ancré dans le cerveau, et ça dit « pourquoi pas moi, ça pourrait arriver à tout le monde ». Les scénarios catastrophiques viennent aussi de notre nature. J'ai un tempérament où je vois tout en catastrophe. Mais mon tempérament, je l'ai pas ramené avec moi. Vous l'avez. En fait, vous avez les spécialistes qui vous disent, écoutez, prenez un groupe d'enfants. Quand ils sont petits, ils vont les uns vers les autres. Il n'y a pas
on va dire, il y a des traits de caractère que l'on peut apercevoir, mais ensuite un enfant, c'est son environnement qui le façonne. Oui, mais tu te trouverais quand même dans ce petit groupe 1 ou 2 enfants qui sont en retrait, qui ne vont pas aller aussi facilement vers l'autre, parce qu'ils ont eu cette appréhension tout le temps de lui dire fais attention, Voilà, tu vas tomber. Il est façonné comme ça. Il est façonné. façonné. Mais il y a de la génétique aussi, moi j'y crois beaucoup. Il y a de la génétique, parce que je me dis, si moi je dis un jour, il ressemble à sa grand-mère ou il ressemble à son grand-père dans cette action, on dirait que c'était lui, c'est qu'il y a quand même des gènes qu'on hérite. Et ces gènes, ils font de nous ce que nous sommes, surtout des personnalités, des tempéraments. Moi j'aime beaucoup le mot tempérament parce que ça tempère. Ça pourrait venir maintenant, ça pourrait changer et ça pourrait peut-être aussi évoluer par quelque chose qui est très très bien. Alors mesdames, moi, cette fin de première partie me convient parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert un petit peu la brèche vers et pourquoi vivre comme ça ? Et pourquoi subir ce quotidien ? Donc comment ne plus le subir, comment bien être avec soi-même et avec les autres jour après jour, et surtout aussi comment éviter les faux pas avec nos enfants dans l'éducation pour ne pas en faire plus tard des adultes anxieux. Eh bien, c'est ce que nous vous proposons en deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Si vous venez de nous rejoindre sur Médien TV, bienvenue à vous. Vous êtes dans On se dit tout, l'émission justement qui décrypte pour vous votre quotidien en compagnie de différents spécialistes. Anxiété, angoisse, faut-il consulter ? En tout cas, de prime abord, je vous dirais oui, parce que en discutant avec les spécialistes il y a quelques instants, eh bien, on est arrivé à cette conclusion que l'anxiété, ensuite l'angoisse, était évitable et on pourrait justement les dépasser à travers une bonne prise en charge. Vous êtes d'accord, mesdames ? Tout à fait. Parfaitement. Eh bien, je suis avec Camélia Zakaria, psychologue clinicienne, et Karima Rehani, psychosociologue. Mesdames, l'anxiété d'abord et ensuite l'angoisse sont évitables. En même temps, on ne peut pas forcément les prévenir. On est tous confrontés à un moment de faiblesse dans notre vie qui peut laisser cette anxiété s'immiscer dans notre quotidien. Mais voilà, quels sont les signaux d'alerte ? Qu'est-ce qui devrait pousser à consulter, puisque c'est quelque chose qui est parfaitement dépassable. Et vous le dites, deuxième cause de consultation dans les cabinets après la dépression. Est-ce que parfois ça peut être confondu avec une dépression ? Tout à fait. Ou souvent on va se retrouver avec un trouble anxieux parce que justement l'angoisse et l'anxiété c'est vraiment l'arbre qui va cacher la forêt, savoir la forêt du trouble anxieux. Et donc on peut se retrouver justement avec des crises d'angoisse à répétition et c'est là où il faut aller consulter. Donc à répétition peuvent justement donner une certaine fatigabilité qui peut mener à une dépression. Donc les deux tableaux cliniques peuvent être évitables et peuvent en même temps, on peut avoir les mêmes tableaux cliniques chez une seule personne. Maintenant, encore une fois, quand on parle de crise, d'angoisse ou de troubles anxieux, de manière générale, bien sûr, on a enlevé tout ce qui est organique. Bien sûr, la personne est partie consulter un médecin généraliste, est partie faire justement toutes les analyses possibles, a enlevé tout d'autres de carences, tout d'autres de cardiopathie, etc. Et c'est ce qui nous permettra justement de mieux orienter la prise en charge. Donc oui, c'est quelque chose qu'on est tous peut-être amenés à vivre à un moment donné, mais encore une fois, il faut comprendre qu'il y a quelque chose dans mon environnement, je suis dans un vécu, dans une réalité qui fait que mon corps va me manifester qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ça va être la naissance d'un enfant, soit ça va être un stress aigu pendant un bon moment, justement au niveau de ma sphère professionnelle. Mais en tout cas, mon corps va me manifester qu'il y a des choses qui ne vont pas bien et me demander justement un entretien, va me demander justement de m'arrêter pour trouver des solutions à ce qui ne va pas. Les crises de pleurs aussi ? Bien sûr. Oui, c'est une manifestation récurrente. On a parlé de l'humeur, donc on a parlé de l'irritabilité, la fatigabilité, encore une fois, elle vient en premier plan. 80% des personnes qui souffrent justement de troubles anxieux souffrent de fatigabilité aussi. Ça veut dire constamment fatigué ? Constamment fatigué, parce qu'il ne faut pas oublier encore une fois que vous avez un taux d'adrénaline et de cortisol extrêmement élevé dans le sang. Vous n'avez ni combattu le danger, ni justement... Parce que normalement, voilà, justement, normalement pour combattre le danger, pour libérer toutes ces hormones... Face au danger, on court. Et donc, on réagit à une activité. Il y a une activité motrice. Malheureusement, on a une troisième réponse qu'on commence à avoir justement avec notre vie quotidienne. 21e siècle, on est à l'ère numérique, c'est notre révolution, une troisième révolution. Donc, on se retrouve justement, non pas avec des réponses où l'être humain va combattre ou fuir, on se retrouve avec une dernière réponse, c'est la paralysie. Où la personne, justement, elle est
comme anesthésié face aux différentes difficultés qui l'entourent. Et donc, à ne pas savoir quoi faire, quoi qu'il en soit, vous avez envoyé justement à votre cerveau la perception ou l'information qu'il y a une menace. De toutes les manières, il restera toujours tributaire de ce que vous allez lui envoyer comme information. Et il restera aussi tributaire de la petite voix que vous avez au fond de vous, qui lui permettra de dire « oui, là c'est justifié, que j'angoisse, là c'est pas justifié justement que j'ai forcément peur ». Mais comme justement, toutes ces manifestations vont faire que je vais m'emballer, que mon cœur justement est en train justement de battre, je commence à me dire « est-ce que je ne fais pas une crise cardiaque ?» Là, je pense, je suis dans un vécu réel. Ça ne peut pas être que psychologique. Et pourtant, vous avez fait le tour des médecins et vous vous rendez compte à un certain moment que oui, ça peut être psychologique. Okay. Et quand on dit psychologique, c'est qu'il y a un traitement aussi. Ensuite, justement, on reviendra sur le traitement. Merci de l'avoir abordé, Camélia. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que les gens évitent de venir consulter parce qu'il y a cette peur des antidépresseurs ? On en parle dans un petit moment. Oui. Mais juste avant, on revient à la structuration des enfants. Ça, on l'avait promis aux téléspectateurs à la pause. D'abord dire, est-ce qu'on peut dépasser ? Oui, par une prise en charge. Est-ce qu'on est forcément là pour subir cette anxiété? Non, des spécialistes sont là et des thérapies sont là et des traitements sont là, il faut leur faire confiance. Mais il y a aussi ce qui amène vers ça. Alors il y a, on va dire, les coups durs de la vie, mais il y a aussi l'éducation. Oui. Et pour vous, en tant que psychosociologue, revenons sur ces éléments d'éducation qui font que très tôt, vous l'avez dit, dans un groupe d'enfants, on va déjà voir le meneur, le suiveur, celui qui est en retrait, celui qui est un petit peu anxieux, celui qui a peur de prendre les devants, etc. Et puis même au sein d'une même fratrie, c'est ça qui est incroyable. Oui, mais il faut dire aussi que j'avais déjà annoncé une fois dans une émission que de 0 à 6, la personnalité de l'enfant de 0 à 6 ans, elle est déjà faite, elle a un peu les repères. Ce qu'il ne faut pas faire maintenant, pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire à l'enfant, c'est surtout choisir ses mots quand il s'agit, par exemple, de prévenir. Nous, on est dans les préventions, on est des choix de mots, des mots qui peuvent nous paralyser en tant qu'être humain. Au lieu de lui dire touche pas au feu et tu t'arrêtes, tu vas te faire mal, arrêtez-vous un moment et dites-lui ne touche pas au feu parce que. On explique à l'enfant pourquoi, pour qu'il ne développe pas en lui, dans sa psychologie, cette peur énorme du feu sans savoir pourquoi. Ça va te brûler, ça va te faire mal, ça va même fais attention. Le fait attention sans explication est un grand problème qui crée des anxieux plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on garde dans nos têtes qu'on est face à un danger non expliqué. Et le danger non expliqué, il crée des scénarios catastrophiques en tête. Et juste après, on a ce qu'on appelle l'amplification. Cette amplification qui nous mène vraiment vers des anxieux. On crée, nous, parents, des anxieux. Pas que parents, profs, parce qu'il faut aussi, l'éducation passe pas juste par elle passe par le professeur qui est à l'école et l'enfant passe beaucoup de temps à l'école. Et c'est là où le rôle est très important parce que au lieu d'aller vers la punition sans explication, d'aller vers moi je suis autoritaire et toi tu m'écoutes sans explication, d'aller vers le rabaissement, tu n'as pas écrit un A correctement, c'est pas la fin du monde, tu vas réécrire encore 3, 4 fois, 5 fois et tu vas y arriver. Aller vers, je sais pas, quand on humilie, quand on dénigre, quand on n'explique pas, quand on est dans ce qu'on appelle cette notion « je suis l'adulte, je sais tout, l'autre doit comprendre, l'autre ne comprend rien ». C'est un petit qui est en train de découvrir le monde et il faut lui faire découvrir ce monde sans qu'il ressente le danger partout. Et dans notre éducation, on est dans cette protection et cette protection excessive, elle fait naître l'anxiété. En société, ils ont dit que c'est 5% des gens qui sont anxieux malades, mais on est tous anxieux en fait. Parce que pourquoi ? On est tous anxieux, je vais peser mes mots, je vais mettre le mot entre guillemets quand même. Pourquoi ? Parce qu'on a eu cette manière d'être et d'éduquer de « fais attention, le danger il est imminent ». Il est partout. Tout le monde ça peut arriver à tout le monde. Et tu es toujours dans cette... Si tu es fort, si ta personnalité elle est bien percée, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais face à ça. Et tu fais face à ça grâce à tes expériences positives, pas négatives. Alors, si jamais tu as un vécu où les expériences négatives en fait un cumul, c'est créer des anxieux qui vont aller consulter chez Camélia. Juste pour ajouter que justement l'anxiété ou l'angoisse ou le trouble anxieux de manière générale est de plus en plus précoce. Parce qu'effectivement au niveau du cabinet, on se retrouve avec des enfants qui viennent justement et qui ont un trouble anxieux. Donc qu'est-ce qui fait ? C'est-à-dire vers quel âge ? Très tôt, à partir du primaire. À partir du primaire, parce que justement, encore une fois, les enjeux socio-économiques font que les parents sont
très à cheval sur la scolarité des enfants, parce qu'ils ont envie que leur enfant ait un meilleur avenir que celui qu'ils ont eu. On a des parents qui se tuent à la tâche pour pouvoir payer des écoles justement privées, des cours de soutien, etc., etc. Et donc ils ont envie que leur enfant donne le meilleur de lui-même. Donc on se retrouve dans des relations où c'est malheureusement l'élève au détriment de l'enfant. Donc les parents n'ont qu'une relation avec l'élève. Est-ce que tu as bien étudié? Comment s'est passée ta journée à l'école? Est-ce que tu as été gentil avec la maîtresse? On va voir pronotes, on va voir tes notes, etc., etc. Donc leur relation va être scandée par justement ce rapport à l'école. On va avoir en filigrane justement le rapport à l'école. Et ça en fait des enfants anxieux, ça en fait des enfants qui n'imaginent plus rien. On va les avorter de leur imagination parce qu'à chaque fois, on va leur dire, tu sais, toi, tu seras médecin, toi, tu seras pilote, toi, tu seras ceci. On ne les laisse plus rêver. On ne les laisse plus rêver. Parce qu'encore une fois, c'est à cause de tous ces enjeux socio-économiques dans une réalité qui fait que ce n'est que les meilleurs qui s'en sortent. Tout à fait. Et encore pire, des fois, l'enfant, il a de bonnes notes et il a 17 sur 20, par exemple. Je vais parler de notes parce que la note, elle est la source de l'anxiété chez les parents maintenant. Plus de valeur que l'enfant. Il a 17 et lui, il veut 19. Le père ou la mère veut 19. Je dis, écoutez, c'est l'angoisse de performance. Mais je pense que c'est pour ça aussi que ce genre d'émission serve et on espère vraiment qu'elle arrive à jouer ce rôle. Voilà, à conscientiser un petit peu la société, les parents. Et puis, à faire ce va-et-vient entre ce que nous pouvons vivre aujourd'hui en tant qu'adultes et ce qui s'est passé pendant l'enfance. Et donc, éviter de briser plutôt ces chaînes qui continuent à alimenter ce type de situation. L'anxiété, on arrive vraiment sur les 2 dernières minutes de l'émission. L'anxiété et l'angoisse, ça se soigne. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, Camélia, il y a bien sûr les psychothérapies, mais il y a aussi les traitements. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que c'est ça aussi? Et c'est la prise en charge qui est longue, qui décourage en général les gens à venir consulter, à se dire, bon, de toutes les manières, j'angoisse ou j'ai de l'anxiété, toute ma famille est anxieuse, ma mère est comme ça, c'est normal, on vient de passer par telle chose, je viens d'avoir un enfant, je viens de quitter mon boulot, je viens de divorcer, etc. Et puis ça s'installe et ça reste. C'est normal à partir du moment où vous en souffrez pas. Je le dirai, je le répéterai. Mais à partir du moment où vous en souffrez, où votre entourage proche en souffre, c'est à ce moment-là où il faut aller consulter. Maintenant, effectivement, il y a différents types de traitements. On a soit le traitement pharmacologique, qui peut être un traitement de choix. Dans certains cas, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a les anxiolytiques, où la personne va avoir une meilleure qualité de vie, mais d'un point de vue ponctuel, encore une fois. Les anxiolytiques et les antidépresseurs, je mesure mes mots, mais vont faire à ce que le symptôme va être masqué, mais la personne, encore une fois, aura une meilleure qualité de vie. On n'a pas parlé de troubles de sommeil, ils sont très très fréquents justement dans les troubles anxieux où les gens ne dorment plus. On en a parlé dernièrement, on a consacré une émission justement et on avait un psychiatre sur le plateau et c'est vrai que ce volet-là était abordé. Et donc justement, vous imaginez si j'ai un trouble du sommeil, ça peut aussi générer de l'anxiété par la suite. Donc encore une fois, il va y avoir à côté une béquille chimique. Dans certains cas, mais pas toujours, une béquille chimique ou anxiolytique ou antidépresseur, et ça va être sur la durée, beaucoup plus sur la durée, mais pas l'anxiolytique. Et à côté, il y a d'autres formes de thérapie. Bon, il y a la méditation, il y a la sophrologie, il y a le yoga, et il y a différentes choses. La psychothérapie aussi, l'analyse. Et encore une fois, il y a la psychothérapie. Aujourd'hui, le traitement thérapeutique de choix concernant les thérapies, concernant les troubles anxieux, sont les thérapies cognitivo-comportementales. Ce sont des thérapies brèves. Donc, ce sont des thérapies qui vont avoir beaucoup plus une action sur les pensées, parce qu'on a parlé tout à l'heure de perception. Donc, il y a un traitement de l'information qui a été mal fait à un certain moment. Exact. Donc, ce sont les pensées qui vont donner le comportement dysfonctionnel. La crise d'angoisse, elle vient rarement comme ça. Rarement. Il y aura toujours des signaux, il y aura toujours justement des ruminations qui vont être là en amont à la crise d'angoisse. Et donc ces thérapies brèves qui sont autour de 5, maximum 10 séances. Et quand je parle de 10 séances, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on est arrivé à se voir une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, donc à la fin des séances. Donc ce sont des thérapies considérées comme l'OMS, comme des thérapies qu'on peut faire pendant la phase aiguë, donc même en crise d'angoisse ou même quand les personnes sont hospitalisées et qui peuvent donner justement beaucoup de résultats et qui permettent aussi surtout d'outiller la personne face à la rechute. Donc il faut essayer à chaque fois le ressenti va revenir maintenant, comment je l'appréhende. Comment l'outiller. Et c'est toute la beauté de la thérapie. Maintenant, il y en a plusieurs. Il faut essayer les thérapies dans lesquelles vous êtes à l'aise, mais pas justement vous laisser aller. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir apporté de l'espoir aux personnes qui souffrent justement d'anxiété, d'angoisse et surtout aussi d'avoir orienté les parents à une meilleure, pas éducation, mais à de meilleurs rapports avec leurs enfants. Merci beaucoup, Camélia Zakaria, psychologue clinicienne, Karima Rehani, psychosociologue et coach. Merci, mesdames. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour notre interview santé. À tout de suite. Et
Et on espère que vous êtes toujours bien installés. En tout cas, nous sommes en studio tout de suite pour vous avec le docteur Najet Yatefti Laoufir. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. C'est un grand plaisir d'être avec vous. C'est un honneur de vous avoir. Merci. Oui, vous êtes rhumatologue, spécialiste des maladies des articulations des os et de la colonne vertébrale. Oui. Et avec vous aujourd'hui, ce sujet que nous avons joliment appelé « Mon squelette est bavard ». Pourquoi? Parce qu'il arrive que notre squelette s'exprime, fasse des bruits. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est normal ou pas normal? C'est ce que nous allons voir avec vous en détail et nous allons commencer par dérouler avec vous ces différents sons et ces différentes parties bavardes. On commence par quoi? On commence par la mâchoire? Si vous voulez. On va dire c'est la partie du corps la plus haute qui est bavarde. Oui, qui est bavarde, effectivement. Donc, notre squelette est vivant. Donc, il s'exprime, il parle, il fait des sons, il fait des bruits. Il nous parle en fin de compte pour dire ce qu'il en est. Le langage est différent selon le cas. Il peut être un langage normal, physiologique, qu'on voit assez souvent, qui est anodin. On peut avoir, quand vous dites, un craquement de la temporomandibulaire. C'est assez fréquent, en mâchant, ou en parlant, ou en bâillant, par exemple. Et quand ça craque, en général, c'est bénin. Mais parfois, quand ça se répète au niveau de la mâchoire, là, il faudrait consulter un stomato ou voir le dentiste. Parce que souvent, il y a un dysfonctionnement de cette articulation par un problème stomato au niveau de l'arcade dentaire. Et là, il y a des traitements adaptés pour corriger ce problème-là. D'accord. Mais là, c'est quand ça se répète. On peut l'avoir à n'importe quel âge au niveau de la temporomandibulaire, aussi bien chez l'adolescent que chez l'adulte jeune, que chez le sujet âgé. Et là, ça exprime en quelque sorte qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de cette articulation qu'il faut essayer de rechercher. C'est pour ça qu'il faudrait consulter au niveau chez le dentiste surtout. Ok. Et en fait, c'est des personnes qui, lorsqu'elles mâchent, se retrouvent avec des craquements dans la mâchoire. Oui, effectivement. Et ces craquements, en général, sont indolores. Mais quand ils deviennent douloureux, gênants, parfois entraînant un blocage, parce que parfois il y a des blocages articulaires qui sont assez fréquents. C'est pour ça qu'il faudrait ne pas, banaliser et essayer de consulter pour corriger ce dysfonctionnement. Ok. On descend un peu plus au niveau de la nuque, du cou. Au niveau de la nuque, au niveau de la colonne vertébrale, aussi on peut avoir un craquement articulaire. En général, c'est par petite rotation vertébrale, c'est ce qu'on appelle les dérangements intervertébrales mineurs qui sont dus à l'introduction de l'air entre les vertèbres. Par exemple, quand on a une petite rotation vertébrale, il y a de l'air qui va s'introduire et il va entraîner une pression augmentée à ce niveau qui est parfois douloureuse et gênante. Et c'est dû à quoi, cette pénétration de l'air? C'est quand il y a un trouble statique et qu'il y a du vide entre les vertèbres, l'air peut s'introduire facilement. Et là, on a une augmentation de la pression entre les vertèbres. Et il y a ce qu'on appelle le phénomène de cavitation, qu'on essaie un petit peu de soulager par des traitements ostéopathiques. C'est la base du traitement ostéopathique, en fin de compte, c'est de remettre ce trouble statique dans l'ordre pour éviter l'introduction de cet air et faire ressortir cet air qui est à l'intérieur. C'est pour ça que quand on fait un mouvement excessif ou un mouvement brusque au niveau de la colonne vertébrale, on a ce craquement, ce crac qu'on entend, et qui, en fin de compte, exprime la sortie de l'air entre les vertèbres. C'est ça. Et il y a ce phénomène de cavitation chez l'ostéopathe. Voilà, chez le chiropracteur aussi. Et en général, les gens, c'est-à-dire, recherchent ce bruit-là parce que juste après la séance, ils se sentent très bien parce qu'en fin de compte, on a levé la pression et on a enlevé cet air qui était en train de gêner la capsule articulaire. Mais c'est dangereux ? Pas du tout. Pas du tout. Aucunement, non. Il n'y a pas de danger. C'est des techniques qu'on essaiera de faire facilement. Et oui, bien sûr, ça c'est chez le spécialiste. Mais si la colonne vertébrale ou la nuque fait des bruits, quand vous avez beaucoup de personnes qui en général, c'est anodin. Leur nuque. En général, c'est anodin. Mais quand ce craquement est accompagné de raideur ou bien il est accompagné de douleur, là, il vaudrait mieux consulter pour voir s'il n'y a pas une arthrose, s'il n'y a pas un problème ligamentaire, s'il n'y a pas autre chose qui peut entraîner ce bruit-là. L'épaule aussi? L'épaule aussi, c'est une articulation qui est très mobile. C'est l'articulation la plus mobile de notre squelette. C'est pour ça qu'elle peut être sujette à des problèmes, surtout au niveau des ligaments, au niveau des anthèses tendineuses. On peut avoir une atteinte de la coiffe des rotateurs et de ce fait, parfois, des craquements au niveau de l'articulation. Elle peut aussi se décoapter, c'est-à-dire il y aura une petite subluxation, luxation, qu'on essaie aussi de traiter par la manipulation, par le traitement ostéopathe.
ostéopathique, pardon, et soulager c'est-à-dire cette pression qu'on a au niveau de la capsule articulaire. Le poignet qui craque. Le poignet qui craque, c'est ce même mécanisme, parce qu'il faudrait qu'on explique un petit peu ce qui se passe au niveau de l'articulation. C'est qu'on a la capsule articulaire qui baigne dans du liquide, ce qu'on appelle le liquide articulaire, de l'acide hyaluronique. Et dans ce liquide, il y a des gaz à l'état dissous. Donc, quand on augmente la pression au niveau de la capsule, quand on fait un mouvement excessif ou un mouvement brusque, qu'est-ce qui se passe? Ce gaz va se transformer en l'état normal et il y a formation de bulles. Et c'est ces bulles qui vont éclater et qui vont créer ce bruit qu'on appelle craque ou au niveau de l'articulation. Mais pourquoi, pour certaines personnes, c'est un besoin récurrent de faire bouger cette articulation et d'entendre ce crack? Et en général, surtout au niveau des doigts aussi. En général, c'est des gens qui ont des hyperlaxités ligamentaires. C'est-à-dire il y a un aspect qui est un petit peu relâché des ligaments, ce qui entraîne un aspect un petit peu élastique, anormal de l'articulation. Et quand il y a cet aspect élastique, c'est-à-dire on aura au niveau de cette articulation une instabilité. Et avec cette instabilité, on a parfois des petites douleurs, des petites gênes, mais qui ne sont pas pathologiques en fin de compte. Et quand on essaie de craquer, on essaie de remettre ces pressions normales au niveau de l'articulation et ça soulage le sujet. C'est ça. Alors, l'autre craquement récurrent, c'est celui de la hanche. Est-ce qu'il est vraiment anodin, celui-ci? Aussi, c'est anodin c'est-à-dire quand il est bénin, quand il n'est pas accompagné de douleur. En général, au niveau de la hanche, c'est ligamentaire parce qu'il y a les tendons et les ligaments qui sont assez rigides au niveau de la hanche. Et ce qui se passe au niveau des tendons, il y a un croisement. C'est comme l'effet de la corde des guitares. Quand elles ne sont pas bien accordées, il y a cet effet de symphonie qu'on perd et qu'on a ce craquement qui se produit. Donc c'est presque le même mécanisme au niveau de la hanche. Mais qu'est-ce qui va venir désaccorder notre hanche, notre squelette? En général, si on fait une activité sportive régulière, en maintenant une bonne musculature, si on fait des séances de rééducation qui peuvent un petit peu soulager et remettre les choses en ordre, c'est-à-dire c'est comme accorder ces cordes de guitare, normalement ça rentre dans l'ordre facilement, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, vous avez le genou aussi, les genoux et la montée des marches. Et ce crac, crac, crac qui accompagne parfois la montée des escaliers. Est-ce que c'est dangereux ou bien est-ce que ça serait plutôt un signal d'alarme? Peut-être qu'il y a une activité trop forte sur les articulations, un début d'arthrose? Effectivement, c'est pour ça que je reviens et que je dis il faudrait, c'est-à-dire décoder ce langage, essayer de le comprendre. C'est pour ça que quand c'est un craquement, un crissement, un bruit anormal qui se répète et qui s'accompagne de raideur, de douleur surtout, là, il faudrait consulter. Mais quand c'est bénin et qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que ce n'est pas accompagné du gêne de l'activité quotidienne, normalement, ça reste bénin et anodin, on respecte la physiologie. D'accord? En général, au niveau des genoux, quand il y a un craquement, accompagné de douleur, il vaut mieux consulter, faire la radio pour voir l'état du cartilage, parce que la cause essentielle, c'est quand il y a l'usure de ce cartilage, ça commence à craquer parce que le lubrifiant a diminué au niveau de ce cartilage et la perte de cette souplesse entraîne systématiquement ce craquement qu'on essaie d'entendre. C'est pour ça que chez le sujet, il y a plusieurs langages comme j'ai expliqué. Chez le sujet jeune, en général, surtout chez les adolescents, ça reste bénin. Mais chez le sujet âgé, craquement, crissement, douleur, il faut suspecter une arthrose, il faut suspecter une tendinite, une tendinopathie, il faut aussi suspecter une décoaptation articulaire. Parfois, on a des subluxations, on a des petites luxations articulaires qui peuvent s'accompagner de ce craquement articulaire. Et on a, c'est-à-dire quand il y a des corps étrangers dans l'articulation, parce qu'on peut avoir des calcifications, on peut avoir des bouts d'os, c'est ce qu'on appelle l'ostéochondromatose, qui en flexant et extension, ça crée un bruit, ça crée un craquement, parce que ça reste toujours un corps étranger au niveau de cette articulation. Vous dites, en fait, tant que ça ne fait pas mal, ce n'est pas grave, mais est-ce que le fait que ce ne soit pas accompagné par une douleur peut faire que la personne banalise? Est-ce que ça ne risque pas de se
transformer en autre chose. Voilà. Il y a des croyances qui disent que si on craque trop les articulations, ça risque d'évoluer vers une arthrose, une arthrite ou bien des complications. En général, toutes les études ont démontré qu'en fin de compte, ces craquements, quand ils sont bénins et anodins, même s'ils se répètent, s'ils ne gênent pas, ça ne donne aucun problème dans le futur. C'est-à-dire, on n'a pas systématiquement l'évolution vers l'arthrose. Ce n'est pas le mécanisme physiologique de l'arthrose. C'est-à-dire, on peut craquer les articulations si ça nous soulage, mais c'est-à-dire quand il y a une apparition de douleur, c'est là où il faudrait tirer la sonnette d'alarme et consulter. Et docteur Najat Yatifti, pour finir, la poussée de croissance chez les adolescents, Effectivement. elle s'accompagne aussi par ces bruits au niveau du squelette. Effectivement, parce que l'adolescent, il y a un déséquilibre de croissance parfois entre l'os, les ligaments, les tendons, ce qu'on appelle nous l'appareil abarticulaire. Et cette croissance, elle n'est pas équilibrée. Et quand elle n'est pas équilibrée, c'est-à-dire on aura des ligaments qui sont plus courts que la croissance osseuse, et ça crée des décoaptations articulaires et ça donne des douleurs. Comme ça peut entraîner une hyperlaxité ligamentaire avec une articulation qui n'est pas bien qui n'est pas bien fermée, qui n'est pas bien protégée, et ça donne des douleurs. En général, ça s'estompe avec l'âge, c'est-à-dire avec la puberté, c'est-à-dire quand on évolue vers l'âge adulte, ça évolue c'est-à-dire vers la disparition. Et donc pour ces ados, on peut les soulager quand même parce que ça peut être très très douloureux. Il y a des médicaments qui sont sur le marché qui peuvent soulager, qui peuvent aider, mais en général c'est l'activité sportive douce, régulière, le renforcement musculaire, quelques séances de rééducation, la natation, c'est très très intéressant parce que dans l'eau il n'y a pas cet effet de pesanteur, on renforce les muscles. L'articulation est en quelque sorte protégée et ça peut donner des bons résultats, mais c'est anodin, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Merci beaucoup pour ce décryptage du langage Merci de à notre... vous. Merci, Dr Najat Yatifti Laoufir, rhumatologue spécialiste des maladies des articulations, des os et de la colonne vertébrale. Merci à vous. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous sur Média TV. Au revoir et à très vite.